Le gouvernement supprime l'écotaxe et résilie le contrat EcoMove. C'est l'annonce faite jeudi dernier ici aux questions au gouvernement par le secrétaire d'État chargé des Transports Alain Vidalis. Reste maintenant une question importante, qui va régler le milliard d'euros que l'État et donc les Français doivent au consortium EcoMove. Une commission d'enquête sénatoriale a rendu son rapport en juin et a été très claire, le contrat est juridiquement valable. Que faire alors? Le point avec Michael Spitzberg. Sous la pression, le gouvernement a finalement cédé. Pas question de prendre le risque de voir le pays bloqué par les routiers, les agriculteurs et les mécontents de tous bords. Un an après la suspension par le gouvernement héros de l'écotaxe, le secrétaire d'État en charge des transports l'a officiellement enterré le 30 octobre dernier au Sénat. Le gouvernement a décidé de résilier le contrat de partenariat conclu avec EcoMove le 20 octobre 2011. Dans la lettre de résiliation, il sera rappelé que des doutes ont été émis sur la validité du contrat initial au regard des exigences constitutionnelles qui s'imposent à l'État lorsqu'il confie à des personnes privées la gestion de certaines activités. En ligne de mire, la collecte de l'impôt par une entreprise privée qui serait inconstitutionnelle. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, souhaite utiliser ce prétexte pour rendre nul le contrat signé entre EcoMove et l'État. En vain, selon ce spécialiste du droit public. Ce qui est interdit clairement par notre droit, c'est de décider qu'une entreprise privée recevra le bénéfice d'un impôt, c'est-à-dire qu'elle le collecterait pour elle-même, que ça irait dans ses comptes, que ça l'enrichirait elle. Ça, c'est certainement exclu. Mais ça n'est pas la situation EcoMove. EcoMove se serait contenté de percevoir les fonds et de les transmettre immédiatement au Trésor, sans même que ça transite par ses comptes. C'est quelque chose que font tous les jours les sociétés qui sont en charge des parcs-mètres. Ancienne avocate, Marie-Hélène Deségaux a présidé la commission d'enquête sénatoriale sur le contrat EcoMove. Pour elle, le contrat est parfaitement légal. L'État doit donc assumer ses responsabilités. Le contrat, il a été signé et il y a une règle juridique qui fait que personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, même l'État. L'État ne peut pas dire, mais maintenant, oui, mais je n'aurais pas dû le signer parce que ceci ou parce que cela. Il l'a signé. Et toutes les conséquences de cette signature, il doit les assumer maintenant. Ainsi, l'État va devoir indemniser EcoMove. Coût 830 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les loyers pour l'année 2014, 173 millions d'euros. Soit une facture d'1 milliard d'euros que le gouvernement espère réduire en négociant avec EcoMove. En cas de contentieux, et si l'État perdait, la note pourrait atteindre 1,5 milliard d'euros non budgétés. Si c'était le budget transport qui devait payer ces 830 millions, alors il n'y a plus une seule infrastructure qui est faite l'année prochaine sur 2015, puisque ces 830 millions ou ce milliard et demi ne sont pas financés aujourd'hui dans le projet de loi de finances 2015 que nous sommes tous en train d'examiner. Si c'était notre budget, je ne sais pas lequel, il va falloir l'abonder et bien sûr que c'est le contribuable qui paiera. Des contribuables déjà appelés à la rescousse pour compenser l'absence d'écotaxe dans le budget 2015. L'augmentation de 2 centimes des prix du gasoil devrait rapporter à l'État 1 milliard d'euros, dont 800 millions supportés par les particuliers. Esther Benbassa, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne. Vous êtes historienne universitaire, spécialiste de l'histoire du peuple juif. Et vous venez de déposer une résolution avec votre groupe pour la reconnaissance par le gouvernement français de l'État palestinien. Oui, c'est une résolution parlementaire qui demande au gouvernement de reconnaître l'État palestinien à côté de l'État d'Israël, un État viable avec 2 États contigus. Espérons qu'on arrivera à faire quelque chose. C'est un geste hautement symbolique, mais pas du tout, diplomatique. Il faut le préciser, c'est l'article 34.1 de la Constitution qui vous permet en fait de présenter cette résolution pour forcer, entre guillemets, chez nous le chef de l'État, en l'occurrence, à faire ce geste qui n'a jamais été fait envers l'État palestinien. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça a servi d'aiguillon puisque 2 jours plus tard, à l'Assemblée, le Front de gauche a demandé à Bartolone de faire la même chose. Et ici, nous, on a déposé notre proposition le 23 et le 28, le CRC a déposé aussi une résolution. Le travail est long puisqu'il y a eu déjà des pressions de l'ambassade,
l'ambassade d'Israël, au Sénat, auprès des présidents de groupe et du président du Sénat. On va voir. Le fait que la Suède reconnaisse l'État d'Israël, c'est la première fois qu'un pays de l'Union qui était déjà dans l'Union européenne. Oui. Parce qu'avant, il y a eu déjà 134 pays qui l'ont reconnu, mais c'est le premier pays de l'Union européenne et c'est un pas très important, puisque dans quelques temps, l'autorité palestinienne va présenter au Conseil de sécurité de l'ONU une demande de reconnaissance, espérant qu'il n'y aura pas le veto américain. Vu la situation au Moyen-Orient, moi je m'inquiète. En France, la question est taboue. On en parle peu, on parle beaucoup des Palestiniens, mais pour faire des actes forts, on en est très loin. Esther Manbassa, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, un autre dossier ici important au Sénat, c'est la réforme des collectivités territoriales. Le texte vient d'être revoté en deuxième lecture, il part à l'Assemblée nationale et on a pris l'exemple tout simplement de l'Alsace qui est un petit peu chahutée depuis le début de ce projet gouvernemental. Explication avec Sylvain Pierron. Comme tout bon Alsacien, Justin Vogel est une personne plutôt affable et réservée. Mais depuis quelques semaines, cet homme est aussi en colère. Ça veut dire que les Alsaciens sont très énervés aujourd'hui, que les Alsaciens ne veulent pas être les derniers qui peuvent encore se prévaloir d'avoir une identité. Ils ne veulent pas laisser mourir ces spécificités, cette identité. Justin Vogel se bat contre le projet de réforme territoriale. Mais il n'est pas tout seul. Le 11 octobre dernier, ils étaient près de 12 000 dans les rues de Strasbourg à se mobiliser. Du jamais vu ici, depuis près de 30 ans. Si la carte des régions provoque des débats un peu partout en France, c'est en Alsace que la polémique est la plus forte. À l'origine, le gouvernement prévoyait un rapprochement de l'Alsace et de la Lorraine. Mais coup de théâtre, le 15 juillet dernier, les députés votent pour une grande région qui inclut la Champagne-Ardenne. Face à la gronde des élus locaux alsaciens, le Sénat propose lui aussi une nouvelle carte à 15 régions où l'Alsace serait détachée de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine. De son côté, le gouvernement est décidé à tenir bon et le Premier ministre est venu défendre son projet à 13 régions devant le Sénat le 28 octobre dernier, sans rien lâcher. Le discours du Premier ministre était très fermé et je trouve ça dommage parce que en première lecture, on avait un projet gouvernemental qui prévoyait un rapprochement entre l'Alsace et la Lorraine et qui, somme toute, aurait pu fonctionner. Et puis, il y a eu cette espèce de grande région qui est arrivée là-dessus avec la Champagne-Ardenne et qui ne ressemble à rien et qui, là, pour le coup, est perçue par une région à forte identité comme l'Alsace comme une provocation. Je peux vous confirmer que les Alsaciens sont très mobilisés, que le fait que le gouvernement empêche l'Alsace de porter cette expérience singulière serait très très mal vécu. Une tentation autonomiste de l'Alsace qui n'est pas du goût de tout le monde, notamment des voisins lorrains. Nous sommes désolés de l'attitude de Cavalier-Seul de l'Alsace. Elle a raison de réfléchir à l'organisation, mais ce n'est pas le sujet de l'ordre du jour. Et il eût été préférable qu'elle vienne avec nous renforcer ce Grand Est pour se faire respecter de Paris. Côté socialistes locaux, on espère encore un scénario Alsace-Lorraine qui leur semble plus cohérent économiquement. Je souhaite qu'il y ait une région qui aille de l'Alsace à la Lorraine parce qu'on a besoin, par exemple face au land voisin, de l'autre côté du Rhin, le land de Bade-Wurtemberg, on a besoin d'avoir une masse critique, une taille critique qui nous permette de jouer dans la même cour. Je ne suis pas convaincu par contre qu'une aussi grande région que Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne puisse travailler correctement à un développement économique. Certes, nous sommes tous tournés vers l'Europe, l'Alsace et la Lorraine sans doute encore plus que la Champagne-Ardenne, mais on a l'impression que du côté Champagne-Ardenne, on est quand même plus tourné vers l'Île-de-France. Nous, on en est loin, on a d'autres stratégies de développement à mener. À travers cette carte des régions en permanence redessinée, on perçoit des luttes d'influence entre intérêts locaux et nationaux. C'est maintenant l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot, poussé par un gouvernement qui ne veut rien céder. Pour terminer ce rendez-vous au Sénat, un zoom rapide sur ce livre de Jean-Christophe Fromentin, La France réconciliée aux éditions de l'Archipel.
Le député maire de Neuilly-sur-Seine, centriste, a sa vision du pays, mais aussi de l'avenir du Sénat. Comme le général de Gaulle en son temps, il prône une fusion avec le Conseil économique et social et des représentants des territoires. Ce serait la fin des sénateurs. Ici, à droite comme à gauche, tout le monde est prévenu maintenant. Le député fromentin n'est pas un ami qui leur veut du bien. Merci, à jeudi, au revoir.